puisqu'il s'agit de la présentation des comptes de gestion. Je donne la parole pour cette présentation à M. Jean-Paul Beson, adjoint délégué aux finances, aux marchés publics et à l'état civil. Vous avez la parole, M. l'adjoint. Merci, M. le maire. Mais si vous me le permettez, si vous êtes d'accord, je pense qu'il est bon de cumuler à la fois le point 5 et le point 6, présentation donc, des comptes de gestion et des comptes administratifs. Dans la mesure où les comptes, je l'expliquerai tout à l'heure, les comptes administratifs sont tirés des comptes de gestion. Donc, et bizarrement, et contrairement au texte de l'article 21, 21, 31 du CGCT, qui lui fixe d'abord d'approuver les comptes administratifs avant les comptes de gestion, je pense qu'il est bon de faire l'inverse pour une question de clarté, et ce serait presque impossible de refuser les comptes de gestion après avoir adopté les comptes administratifs. L'année dernière, j'avais terminé. Alors, si vous êtes d'accord, monsieur le maire. Pour la présentation globale, oui. Sur les délibérations, il ne faudrait pas que ça pose un problème. Non, on délibérera sur chaque point après. Très bien. Entendu. Et la présentation sera commune. Entendu. Vous avez, je vous redonne la parole. Alors, j'avais terminé l'année dernière sur ce même sujet par une image de la conclusion de la présentation des comptes administratifs, dans la mesure où j'avais fait référence au Vendée Globe. Et j'avais dit que si on était un navigateur solitaire qui participait à la course, on avait franchi le Cap Horn, et en conséquence de quoi on avait franchi une grosse étape de notre parcours, mais que la remontée jusqu'au Sable d'Olonne n'était pas acquise pour autant. Alors je pense que vous verrez tout au long de cet exposé que c'est bien le cas. On a franchi, on a fait le plus dur, mais il reste encore beaucoup à faire, et c'est pas acquis. Alors, il est là question de mettre fin au cycle budgétaire de l'année 2017, qui avait commencé le 25 novembre 2016 par le débat d'orientation budgétaire, qui s'était poursuivi le 23 décembre 2016 par le vote du budget primitif, puis le 23 juin 2017 par le vote du budget supplémentaire, et puis par une décision modificative qui a été votée le 20 novembre 2017. Alors, il s'agirait, et on pourrait considérer qu'il s'agit de tirer un trait sur cette année 2017, mais en ce qui me concerne, et je pense que pour beaucoup, il n'est pas question de tirer un trait et d'oublier l'année 2017, tout comme je n'oublie pas les années 2014, 2015 et 2016, et tout comme je pense qu'il faut garder les yeux rivés sur les objectifs qu'on s'est fixés jusqu'à la fin du mandat. Alors, compte de gestion, compte administratif. Alors, les comptes de gestion, pour ceux qui sont un peu éloignés de la comptabilité en général et de la comptabilité budgétaire en particulier, les comptes de gestion sont tenus intégralement par le trésorier. La ville ne participe pas, ne tient pas les comptes de gestion. Donc le trésorier nous donne les comptes de gestion à la fin de l'exercice qu'il nous faut valider et accepter. Alors, les comptes de gestion, c'est une balance générale de tous les comptes, donc les comptes de la classe 1 à 7, qui est tenue, comme je le disais, par le trésorier. Ils comprennent les comptes de gestion aussi le bilan comptable. Alors, il y a un bilan qui est présenté pour le budget principal, mais il y a un bilan qui est présenté aussi pour chaque budget annexe. Alors, si on s'amuse à compiler tous ces bilans, ça nous donne un bilan qui est représentatif des comptes et de l'actif et du passif de la ville. On s'aperçoit que les fonds propres de la ville s'élèvent à 215,5 millions, que le résultat d'exercice cumulé, tout budget confondu, est égal à 2,5 millions, que des provisions sont enregistrées pour un montant de 6,3 millions. Le total de l'actif et du passif s'élève à 282 millions. Ça, ce sont les comptes de gestion. Alors ensuite, il nous faut présenter les comptes administratifs, qui rapprochent des prévisions ou autorisations inscrites au budget au niveau du chapitre ou de l'article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif, des réalisations effectives en dépenses et en recettes. Les comptes administratifs présentent également les résultats comptables de l'exercice de chaque budget. Il est soumis par l'ordonnateur pour approbation, c'est ce que nous allons faire, à l'Assemblée délibérante, qui l'arrête définitivement
par un vote avant le 30 juin de l'année de clôture de l'exercice. Alors, je ne peux manquer de rappeler quand même, parce que pour faire un point sur les comptes administratifs de l'année 2017, on ne peut pas ignorer d'où nous sommes partis et où nous en sommes actuellement et où nous voulons aller. Alors, les objectifs qui nous étaient assignés, qu'on avait fixés, c'était la réduction de la dette laissée par nos prédécesseurs, ne pas augmenter les taxes locales, ne pas réduire les services publics, pour obtenir une plus grande capacité à investir. Alors, nous allons présenter le compte administratif, malgré une baisse importante des dotations de l'État, malgré un surplus de dette non compris dans les comptes publics au 31-12-2013, il ne faut pas l'oublier, un budget 2014 qu'on qualifiera d'insincère, entre guillemets, des emprunts structurés pour un montant important qui sont devenus toxiques lors de notre prise de fonction. Un point d'humour à tout ça, en nous parlant, pour ceux qui ont un peu vieilli, d'une publicité qui avait à l'époque défrayé la chronique, puisqu'elle avait été reprise par un humoriste célèbre, d'une lessive qu'il avait plus blanc que blanc. Une lessive avait plus blanc que blanc. Et bien moi je dirais qu'on a trouvé une situation plus noire que noire. Alors les documents qui vous sont présentés pour ces comptes administratifs et aussi pour le budget, pour les comptes de gestion, en ce qui concerne le compte de gestion principal, un document qui fait 87 pages, le compte de gestion des budgets annexes fait 384 pages, le budget principal, le compte administratif du budget principal fait 491 pages, celui des budgets annexes 262 pages, il vous aussi présenté un rapport de présentation de 22 pages, l'ensemble représentant 946 pages. J'ai conscience que résumer tout ça, c'est un exercice assez difficile, donc je vais quand même survoler ça d'assez haut, sachant qu'il y aura peut-être des questions plus précises qui seront posées par la suite. Alors, en ce qui concerne le compte administratif précisément, vous savez que les comptes budgétaires sont découpés en deux, une section de fonctionnement et une section d'investissement. Alors, en ce qui concerne la section de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, le total des recettes de fonctionnement s'élève à 35 300 000. En 2016, elles avaient diminué de 8,6%, elles augmentent de 2,6% en 2017. Les postes impôts et taxes plus dotation représentent 82% du total des recettes. La baisse de ces deux postes représente quand même un montant de presque 2 millions, sachant que c'est compensé par une hausse des produits exceptionnels et des reprises de provisions pour un montant de 2,8 millions. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 33,7 millions. Elles avaient baissé en 2016 de 7,9% et elles augmentent de 1,6% en 2017. Alors, les dépenses augmentent de 1,6% et les recettes augmentent de 2,6%. Les dépenses de gestion courante représentent un pourcentage de 77,3% des dépenses totales. Alors, là aussi, je dirais que sur une pièce de monnaie, vous avez un côté pile, un côté face. Sur une feuille, vous avez un recto et un verso. En présentant des comptes d'une telle ampleur, il y a forcément des choses positives et des choses qui le sont un peu moins. On ne peut pas être parfait sur tous les postes. Alors, je vais brièvement passer en revue 4-5 postes de charge, les premiers qui diminuent, les seconds qui augmentent. Et vous verrez pourquoi par la suite. Ces postes sont extraits du compte administratif et vous pouvez les retrouver. Oui. Vous pouvez les retrouver à la page 13. Alors, ce sont les achats de prestations. En 2016, ils s'élevaient à 1,4 million. Ils s'élèvent en 2017 à 903 000. Mais c'est la conséquence du récent contrat de restauration collective qui a une incidence pour cette baisse en 2017.
Eau et assainissement, le montant de 2016 s'élevait à un peu plus de 100 000, il diminue à 78 000 en 2017, soit une baisse de 23 000. Énergie, électricité, 903 500 en 2016, 780 000 en 2017, une baisse de 123 000. Les carburants, baisse de 2 000 €, c'est modeste. Et les contrats de prestation de services, qui étaient à 1,6 million, diminuent d'1 million, puisqu'elles sont redescendues à 526 000, mais c'est la conséquence du transfert de la compétence transport. Alors vous allez me dire, tout ça c'est des baisses qu'on annonçait, mais je vais vous donner quelques hausses, effectivement, il y a des hausses qui augmentent. Les fournitures d'entretien, qui passent de 73 000 à 97 000. Le chauffage urbain, qui passe de 675 000 à 882 000, soit une hausse de 206 000, mais c'est la conséquence d'une incidence d'un rattrapage de 2016 pour 200 000 €. Les frais d'affranchissement qui passent de 71 700 à 86 900. Et les frais de télécommunication qui passent de 94 800 à 103 700. Alors tout ça pour vous dire qu'on peut prendre tout un tas de postes, et pour être exact et pour pouvoir bien comparer, il faudrait les retraiter d'une façon importante. Et qui dit retraitement dit suspicion de comptes qui sont plus ou moins arrangés. C'est pour ça, en ce qui me concerne, je préfère largement utiliser 3 ratios qui sont l'épargne de gestion, l'épargne brute et l'épargne nette, qui, elles, ne souffrent pas d'arrangements possibles. C'est des critères qui sont reconnus par beaucoup, qui sont utilisés par l'administration, par les banquiers, et c'est ces chiffres-là et ces montants-là que je vais plutôt vous commenter. Avant, je vous donnerai le résultat de fonctionnement du budget principal qui s'élève à 1 610 000. Oui, 1 610 580,76 €. Tout budget confondu, ce montant est égal à 2 534 059 € et 17 centimes. C'est le montant que je vous donnais tout à l'heure qui figurait au bilan qui est présenté par la trésorerie. Avec le report de l'exercice précédent, pour le budget principal, le résultat s'élève à 5 104 000 et tout budget confondu à 7 355 000. Alors, l'épargne de gestion, on appelle aussi marge brute d'exploitation, excédent de gestion courante. C'est la différence entre les recettes de gestion courante et les dépenses de gestion courante. Elle doit être positive. En ce qui concerne le budget principal, elle s'élève à l'épargne de gestion à 4 975 000, en légère baisse par rapport à l'année dernière, mais tout budget confondu, l'épargne de gestion s'élève à 6,9 millions contre 6,8 millions l'année dernière. L'épargne brute, on appelle aussi autofinancement brut ou capacité d'autofinancement brut, qui est la différence entre l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. Ça correspond également à l'épargne de gestion que je viens de vous présenter, modifier ou corriger plus ou moins de résultats financiers et plus ou moins de résultats exceptionnels. Cet indicateur est un indicateur important de l'analyse de solvabilité d'une collectivité, car il exprime la part des ressources courantes qui exprime plutôt la part des ressources courantes qui ne sont pas mobilisées par la couverture des charges courantes et qui sont ainsi disponibles pour rembourser la dette et pour investir. L'épargne brute doit être également positive. Un ratio négatif est un signe de crise financière, c'est un quasi-état de cessation de paiement. Alors les résultats concernant l'exercice 2017. L'épargne brute s'élève à 3 033 000 contre 2 600 000 l'année dernière. Pour le budget principal, tout budget confondu, l'épargne brute s'élève à 4 400 000 contre 3 600 000 l'année dernière. Le taux d'épargne brute, dont je ne vous ai pas parlé, mais qu'on peut glisser aussi dans les critères importants d'analyse financière, c'est égal à l'épargne brute par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Le seuil d'alerte est fixé à 8%. En dessous, une municipalité est considérée en très grande difficulté financière. Au-dessus, sa gestion peut être considérée comme sereine. Pour le budget principal 2017,
Le taux d'épargne brute s'élève à 9,8%, il s'élevait à 7,6% l'année dernière. Tout budget confondu, le taux d'épargne brute s'élève à 12,9% contre 9,2% l'année dernière. En ce qui concerne l'épargne nette, qui est l'épargne disponible ou marge nette d'autofinancement, l'épargne brute moins le remboursement en capital des emprunts, c'est obtenu en faisant la soustraction de l'épargne brute, le montant des emprunts que l'on rembourse. Il mesure la capacité de la ville à financer ses investissements par des ressources propres, permet de souligner l'aptitude de la collectivité à dégager des ressources propres après remboursement de la dette pour financer les investissements. En ce qui concerne le budget principal 2017, l'épargne nette s'élève à 593 678 € contre c'est une épargne nette positive, bien évidemment, de 593 678 contre une épargne nette positive l'année dernière de 320 824. Tout budget confondu, l'épargne nette positive s'élève à 816 279 contre 177 315 € en 2016. Alors, je vous donnerai quand même un autre montant d'épargne brute qui était présenté dans l'audit qui avait été fait au début du mandat. C'était la présentation du scénario numéro 1 au fil de l'eau. C'est-à-dire on ne changeait rien de la façon de gérer la ville. Et le cabinet Deloitte nous calculait une épargne nette en 2017 négative de 4 136 000. Tout ça pour souligner l'effort que nous avons fait, même si pour certains il peut paraître modeste, l'effort qui a été accompli pour passer de moins 4 166 000 à plus 593 678. Sachant que le montant de 4 166 000 que je viens de vous donner concerne l'épargne nette du budget principal, qui avait été calculé par Deloitte. Alors, après la section de fonctionnement, nous allons passer à la section d'investissement. Alors, tout comme pour la section de financement, nous avons à la fois les recettes et les dépenses. Les recettes d'investissement comprennent cette année, tout comme l'a rappelé M. le maire tout à l'heure, et tout comme les années précédentes, l'enregistrement d'un emprunt de 2 millions. Emprunt que nous venons seulement d'encaisser, d'avoir la mise à disposition. Les 2 millions qui sont rentrés au mois de mai concernent l'emprunt qui est dans le budget 2017. Ce n'est pas un emprunt concernant le budget 2018. Alors, les recettes d'investissement comprennent aussi les subventions d'équipement qui, malheureusement, enregistrent un retard sur les notifications de subventions. Les dépenses d'investissement enregistrent le remboursement du capital emprunté, qui s'élève pour le budget principal à 2,4 millions et tout budget confondu à 3,6 millions. Les dépenses d'investissement comprennent bien évidemment les dépenses de travaux et d'équipement, qui s'élèvent pour le budget principal à 3 449 000 et tout budget confondu est 4 114 000. La section d'investissement dégage un besoin ou un excédent d'investissement. Un besoin, c'est quand les dépenses d'investissement excèdent les recettes d'investissement. Cette année, la section d'investissement du compte administratif enregistre un besoin d'investissement qui s'élève concernant le budget principal à 2 565 000, mais qui est largement couvert par l'excédent de fonctionnement qui s'élève à 5,4 millions, comme je vous l'ai donné tout à l'heure. Tout budget confondu, il s'agit aussi d'un besoin de financement qui s'élève à 4 332 000, mais qui est à comparer également avec le résultat cumulé du cumul des budgets qui s'élève à 7 355 000. Alors, je pense qu'on peut projeter un certain nombre de diapos qui représentent les réalisations en 2017, qui vous sont aussi présentées à la page 17 du rapport. Alors, vous avez la réflexion complète de la voie
de la voirie rue Saint-Déodat, sécurisation des abords des écoles Clémencet et Georges Darmois à Foucharus, réfection complète de la voirie chemin des Écureuils à la Bolle, réfection complète de la voirie rue des Champs des Alouettes, réalisation du parking rue Georges Tronca à Saint-Roch, réfection de la route forestière des Trois Fauteuils, réalisation d'un parking rue Georges Tronca, c'est la même chose, j'ai cru que ça allait changer. Alors, maintenant, il y a une diapositive qui présente le désendettement. Voilà. Alors, c'est une diapositive, comme je l'aime bien, parce qu'en fait, elle représente le désendettement tout budget confondu. Parce que, je m'en suis déjà expliqué à maintes et maintes fois, c'est assez facile, et c'est ça qui rend difficile les comparaisons entre collectivités, puisqu'il est facile d'enlever un emprunt d'un budget principal et de le mettre, de créer un budget annexe et de le mettre dedans. Et tous les ratios qui sont calculés et qui sont accessibles sur le site du ministère des Finances sont des ratios qui sont calculés uniquement sur le budget principal. Alors pour moi, ça n'a aucune valeur, parce qu'il faudrait vérifier que les communes avec lesquelles on se compare, si elles ont ou pas mis des montants d'emprunt importants dans les budgets annexes. Alors, il s'avère que nous-mêmes, on a fait la même chose, non pas pour tricher ou pour présenter des comptes meilleurs, on a une obligation de mettre la comptabilité d'Aquanova, puisqu'on est tenu pour des mesures de TVA, puisqu'on est soumis à la TVA, mais on est aussi soumis à l'IS sur les comptes du centre aqualudique. Donc, pour des raisons de présentation et de pouvoir se justifier auprès de l'administration de la comptabilité qu'on tient en parallèle uniquement pour le centre Aquanova, pour justifier d'un impôt à l'IS ou pas à payer. Bon, il n'y en a pas, compte tenu du déficit qu'on enregistre, on est tranquille pour un moment. Hein. Mais on a à se justifier, donc on isole dans le budget BIC toute la comptabilité d'Aquanova. Et avec la comptabilité d'Aquanova, il y a forcément l'emprunt d'Aquanova, et cet emprunt représente 11 millions. Donc 11 millions qui ne figurent pas dans le budget principal, mais dans un budget annexe. Alors c'est pour ça qu'il est, à mon avis, plus honnête de présenter l'endettement total. Alors malheureusement, on ne peut pas le comparer avec les autres collectivités, puisqu'elles ne font pas le même travail, mais au moins, ça a un aperçu, d'abord, plus honnête, et ça nous permet de voir l'effort qui a été effectué, puisque si le désendettement sur le budget principal est assez faible, il ne faut pas oublier qu'il est important sur les budgets annexes, vu que s'il est faible sur le budget principal, c'est qu'on se désendette d'un 2,6 millions à peu près, et on emprunte 2 millions. Alors forcément, le désendettement, il n'est que de 600 000 €. Mais tous les budgets annexes n'enregistrent aucun emprunt, donc tous les remboursements d'emprunt sur les budgets annexes concourent au désendettement. Donc cette présentation de désendettement, il concerne donc, comme je le disais, tous les budgets. Il vous est présenté depuis le 1er janvier 2014, mais nous avons mis en gras une colonne, la deuxième colonne qui est le recalcul de l'endettement au 1er avril 2014, vous comprendrez pourquoi, puisque c'est là que nous sommes rentrés en fonction, et nous avons enregistré l'emprunt que nous avons dû faire pour combler toutes les dettes que nous avons trouvées enfouies ou cachées dans les placards ou sous le tapis. Donc l'endettement au 1er avril 2014 était de 63 839 000, et vous avez successivement le restant dû au 31 décembre 2014, au 31 décembre 2015, au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. Et vous pouvez voir qu'au 31 décembre 2017, il nous reste un endettement de 56 000, enfin, presque 57 millions, ce qui fait que nous avons, depuis le 1er avril 2014, désendetté la ville de 6,9 millions. Alors je passerai maintenant assez rapidement sur les budgets annexes. Non pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais ils sont quand même pas. Ils ne génèrent pas, sauf Aquanova, des montants aussi importants de flux financiers. En ce qui concerne l'eau et l'assainissement,
Les budgets, je vous rassure, ne sont pas affectés par la baisse du prix de l'eau. Il reste encore des excédents, mais ces excédents, nous en avons besoin parce que nous avons la nécessité de moderniser les réseaux, donc les surplus existants seront utilisés pour des investissements à venir. Le budget annexe BIC, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, concerne en fait le centre aqualudique. Alors plutôt que de vous commenter en long et en large, je vous renvoie à la page 21 du rapport qui est excellemment fait et qui vous donne un certain nombre de renseignements concernant le centre aqualudique qui, globalement, effectivement, est satisfaisant en termes de fréquentation, puisque la fréquentation est bien supérieure aux prévisions qui avaient été faites, mais l'adjoint en finance ne peut pas se satisfaire uniquement de la fréquentation, et malheureusement, sur le côté financier, il a plutôt tendance à pleurer. Le budget location commerciale retrace lui les loyers perçus de 4-6, de la Pépinière et des diverses salles. Le budget zone d'aménagement concerté, le déficit affiché perdurera tant que les parcelles acquises dans le cadre des concessions d'aménagement de l'ancienne Sève ne seront pas vendues. En ce qui concerne les autres budgets forêt, régie des spectacles, l'assainissement non collectif, opération de renouvellement urbain, c'est-à-dire l'ORU, et le parking, le budget parking du marché, ces différents budgets n'appellent pas de commentaires particuliers, hormis le fait que pour un certain nombre d'entre eux, ils ne sont équilibrés que grâce à la participation du budget principal. C'est le cas de l'ORU qui bénéficie d'une participation de 128 000 €, la régie des spectacles d'une participation de 185 000 € et le parking du marché d'une participation de 100 000 €. Un point sur la trésorerie, qui l'année dernière, effectivement, s'élevait à un montant très élevé, puisque la trésorerie au 31 décembre l'année dernière s'élevait à 7 millions. Il y a eu une baisse importante, mais qui s'explique très bien, puisqu'au 31 décembre 2016, la trésorerie s'élevait qu'à 1,6 million. J'ajouterais que tout le long de l'année 2017, nous n'avons pas utilisé de ligne de trésorerie. Mais cette baisse s'explique pour deux raisons. D'une part, parce que nous avons payé, et c'est pour ça que nous avions accumulé une trésorerie, parce que les collectivités ne sont pas non plus là pour accumuler de l'argent, au moment où il faut baisser les impôts, où il faut investir. Donc on avait une trésorerie que je qualifierais de pléthorique, parce qu'elle était destinée à faire face au paiement des intérêts de Dexia. Ce qui a été le cas, nous avons payé presque 3 millions d'intérêts, 3 millions 100 d'intérêts Dexia, et nous avons encaissé, enfin nous avons eu une mise à disposition d'emprunt de 2 millions qui était prévue dans le budget 2017, seulement au mois de mai 2018. Donc c'est 5 millions 200 000 qui manquaient qui pourraient être ajoutés à la trésorerie du 31 décembre si on voulait la comparer à la trésorerie du 31 décembre 2016. Au jour d'aujourd'hui, monsieur le maire vous l'a dit, je crois, vous avez nommé, j'avais regardé ce matin, une trésorerie de 4,7 millions au jour d'aujourd'hui. Preuve que nous sommes revenus à la normale, ou du moins quasiment à la normale. J'arriverai de nouveau à conclure cette présentation. Alors, je pourrais résumer assez facilement que nous avons réalisé de gros efforts. Vous l'avez perçu tout à l'heure de par certains chiffres dont j'ai appuyé la teneur et le montant. N'empêche que les efforts sont à continuer et les efforts sont même à accentuer. Et ma conclusion vous paraîtra peut-être un peu surprenante dans la mesure où je vais évoquer les contrats de Cahors, ces fameux contrats de Cahors qui sont en fait des contractualisations que certaines collectivités vont faire avec l'État. Ils sont issus de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, loi qui a été votée le 22 janvier 2018. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi? C'est pour résumer et pour simplifier un petit peu pour l'État le pendant qui est le débat d'orientation budgétaire pour les collectivités. L'État se fixe un objectif ou des objectifs à travers cette loi de programmation qui revient à peu près tous les 4 ans. Alors pourquoi on appelle ça le contrat de Cahors? C'est que en fait, le projet de loi
qui avait été présenté devant le Parlement était assez dur, je dirais, en ce qui concerne les articles 10 et 24 de l'époque. Article 24 qui avait été légèrement amendé par les députés, mais complètement refoulé par les sénateurs. Et c'est lors de la conférence nationale des territoires qui a eu lieu à Cahors le 14 décembre 2017, qui était une deuxième conférence, puisque la première avait eu lieu le 17 juillet. Donc, lors de cette conférence nationale des territoires, le Premier ministre a présenté ce qui deviendrait l'article 29, donc qui a été soumis par amendement le lendemain à l'Assemblée et qui a été voté. Alors ce dispositif, à travers cet article 24, fixe 3 objectifs à certaines collectivités. En fait, il y en a 322 qui sont obligatoirement impactés, 17 régions, 98 départements, 145 communes et 62 PCI, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale. Alors ces 3 objectifs sont l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, qui doivent être limitées par la loi à 1,2, mais qui peut être soit un petit peu augmenté, soit un petit peu diminué compte tenu d'un certain nombre de critères. L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, donc, qui ne doivent pas augmenter de plus d'1,2%. Or, nous faisons beaucoup mieux que ça, puisque nous réduisons tous les ans nos dépenses réelles. L'État va demander aux collectivités de ne pas augmenter de plus d'1,2, et nous diminuons. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration du besoin de financement. C'est-à-dire qu'il va demander aux collectivités d'emprunter moins que ce qu'elles vont désendetter. Alors c'est aussi notre cas, puisque nous nous désendettons, comme je vous l'ai expliqué, beaucoup plus que nous nous endettons. Nous nous endettons de 2 millions tous les ans pour pouvoir quand même réaliser des investissements, mais nous nous désendettons beaucoup plus. Donc nous réalisons déjà ce que va demander l'État à différentes collectivités. Et enfin, le troisième objectif qui concerne... Monsieur l'adjoint, vous pouvez juste rappeler, puisque je vois que la journaliste note uniquement les 2 millions d'endettement, de combien on se désendette chaque année en net? Non, c'est en pas net. ce que j'ai noté. Non, du tout. Juste en net, pour donner... C'est ce qui figure Voilà, l'endettement, oui. 1,6 million en 2017, en net. J'ai le chiffre. Alors, le troisième critère, c'est donc la capacité de désendettement. Alors, la capacité de désendettement, c'est en fait le rapport entre l'endettement de la collectivité par rapport à son épargne brute. Ça nous donne un nombre d'années, c'est purement théorique. C'est un critère qui a beaucoup d'importance, un ratio qui a beaucoup d'importance. Ça donne le nombre d'années qu'il faudrait à une commune si elle utilisait toute son épargne brute, rien qu'à rembourser les dettes, ses emprunts. Donc ce montant pour les communes est fixé à 12 ans. Alors en ce qui concerne Saint-Dié, en 2014, nous étions avec un ratio de 24 années. En 2015, il est passé à 17,1. En 2016, il est passé à 13,5. Et en 2017, il se situe à 11,5. En ce qui concerne le budget principal, puisque les critères qui sont, les objectifs qui sont fixés par la loi, qui obligent les collectivités, sont des critères qui sont rapportés rien qu'au budget principal. Alors là encore, sur ce troisième objectif, la commune fait beaucoup mieux que ce que va demander l'État à toutes ses collectivités. Et pour conclure, puisque c'est là que je voulais en venir, c'est que l'État demande aux 322 plus grands comptes en France, à partir de 2018, de suivre la politique budgétaire qui est menée par notre ville depuis le début de l'année 2014.